ayant intervenu dans plusieurs organismes des Nations Unies et qui, à travers son ouvrage L'aide fatale, a le courage de remettre en cause un mécanisme auquel elle a participé de bonne foi, parce que beaucoup de fonctionnaires internationaux, quand ils sont recrutés, on fait la fête. On pense que c'est un statut véritablement, c'est bien sur le plan professionnel, mais on devient fonctionnaire international au service de ces populations, ou bien on devient fonctionnaire international pour participer à une œuvre et à une machination bien planifiée de déstructuration de nos économies, sinon de développement de la pauvreté à grande échelle. Et elle dénonce ce système en disant que presque 70% des fonds alloués aux organismes internationaux reviennent à payer les salaires, à garantir à des gens qui dormaient à Paris dans des studios de moins de 12 mètres carrés, à avoir des villas conçues avec piscine et qui peuvent d'un statut d'éleveur de poules en province française, devenir... je pense qu'il faut changer d'exemple. Non, c'est important de le dire, de dire jusqu'à quel niveau nous souffrons du fait de ces concepts enveloppés, mais qui nous piègent et qui nous empêchent effectivement de nous émanciper. Donc quand on prend 70% de toutes ces ressources des organisations internationales, elles servent à entretenir le personnel, à assurer les nouveaux moyens roulants qui vont sortir et à offrir un confort, un grand luxe. Et comme Sankara le disait, il dit souvent quand on voit les agents dédiés à l'aide humanitaire dans nos pays, on se demande à quel moment ils ont le temps de côtoyer le pauvre pour l'aider à résoudre ses problèmes. Toujours embrigadés dans des Cadillacs blindés, vitres fumées foncées, ne le permettant pas de voir au feu le pauvre qu'il doit assister, le malade qu'il doit assister. Je pense que cette image traduit à souhait toute la description rigoureuse que Dambisa Moyo a fait. Et moi j'invite, en résumé, les Africains à s'approprier de cette analyse suffisamment courageuse et audacieuse qui met à nu l'arnaque, toute l'escroquerie dont est fait les chantages des concepts de l'aide au développement. Et il y a Jean-Paul Pougala qui nous questionne à travers géopolitique économique sur de qui des Occidentaux et des Africains est pauvre. Qui doit voler au secours de qui? On prend l'assiette des ressources naturelles. On prend l'assiette de la qualité de la ressource humaine, très adaptée à toutes les formes de climat. Seul l'Africain peut évoluer dans plusieurs sphères suffisamment difficiles et pouvoir se maintenir. Il nous dit que quand on prend dans les forêts du Cameroun ce citoyen qui, pour se nourrir à midi, va cueillir une banane plantain naturelle, qui n'a pas été ravagée et polluée par les produits chimiques, et qui, en rentrant avec sa banane, tue une biche naturelle dans un écosystème non violenté par les produits chimiques du monde moderne ou du monde occidental, et qui se fait un repas du soir. Quand on évalue les valeurs nutritives de ce repas, on évalue le process non agressif au reste de l'écosystème. Et on évalue maintenant le prix de revient de ce repas. Qui mange plus cher, bien et en bon état? Mais malheureusement, on dira que celui qui mange des produits de l'industrie agroalimentaire occidentale, lui il est moderne et il est même plébiscité alors qu'il est menacé par tous les types de maladies que nous connaissons. Alors que l'autre est encore dans un autre modèle. Et Dambisa Moyo vient renchérir cette analyse de Jean-Paul Pougala pour enfin dire que bravo à Donald Trump qui emboîte les pas d'Emmanuel Macron pour accélérer le réveil africain. Ce réveil endormi et piégé par les réflexes d'assister permanent, comme le dit Sankara, qui attendent que leurs responsabilités propres soient prises en charge
par de généreux donateurs et pourtant qui n'existent pas à travers les deux analyses que les deux aînés ont fait. Oui. Mais moi, je voudrais que nous prêtions attention à l'aide comme un véritable instrument d'influence politique, diplomatique, économique. En un terme, en un mot, l'aide, elle n'a jamais, en tout cas dans son format occidental, été une réalité en ce qui concerne l'Afrique. Deux tableaux nous permettent de regarder l'aide quand il s'agit de l'appliquer aux pays occidentaux, c'est-à-dire entre eux, et l'aide quand elle est appliquée à l'Afrique. À travers le plan Marshall, l'Europe fut reconstruite, l'Europe fut libérée des hordes hitlériennes et engagée son progrès. La même aide, redirigée vers les pays africains, prend une autre connotation, celle d'assurer aux métropoles les matières premières permanentes. Le grand frère Nathan Bega le déroulait. Quand on dit qu'on met une école dans une zone au nom de l'aide, c'est pour entretenir la bonne santé mentale des producteurs qui sont comme des esclaves de champs, mais qui doivent avoir une bonne santé avec un centre de santé qui est également développé. Mais quand on regarde l'ensemble des clichés et des orientations politiques, idéologiques, qui viennent s'agripper à l'aide quand elle vient en Afrique, elle compromet même son projet final, c'est-à-dire celui de nous amener à quitter l'aide pour être responsables de nous-mêmes. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous avons toujours souhaité que tout homme, sans aucune arrogance, ayant besoin d'un autre, que cela ne soit pas à vie. Parce que l'aide, quand elle commence à s'éterniser, elle porte d'autres ambitions que celle d'être une aide. Et je pense que c'est encore Thomas Sankara, à travers son discours à l'ONU en 1984, qui le dit, à travers une citation de Jacques Giry, qui a travaillé sur un ouvrage collectif que le groupe du Sahel, dénommé l'avenir, le Sahel de demain, dit que l'aide, à travers ses mécanismes et son contenu, en ce qui concerne le Sahel, a plutôt été un élément accélérateur des inégalités, des injustices, et que la petite part de 30% de la globalité qui revenait à l'action entre griffes dite de développement, c'était pour entretenir la survie de nos populations. À partir de ces postulats-là, nous pensons que Dambisa Moyo, Jean-Paul Pougala, Thomas Sankara, Jacques Giry et nos dirigeants actuels, ayant anticipé, ont compris qu'il fallait bâtir notre confort et notre présence dans le monde, non pas sur une charité venant d'ailleurs, mais sur le sacrifice venant de nous-mêmes. Et je pense que c'est là où il y a une panacée. Et je finis en disant, pendant longtemps, nous avons porté les voix de la non-aide, qui est un instrument du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et nous avons eu en face, dans notre vis-à-vis, d'autres acteurs qui défendaient mordicus le maintien de l'aide. Et nous avons dit à l'époque, il faut prêter attention. Quand l'aide ne dépend pas de toi, il faut anticiper pour l'arrêter. Sinon, le propriétaire risque de l'arrêter sans que tu n'aies évacué tous tes engagements et tes besoins. Tu risques d'être abandonné en plein vol, comme Paris a su le faire avec le Sahel malheureusement. Le propriétaire retire sa chose.